Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après ce long mois d'absence pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai 5 livres à vous présenter qui ont tous fait l'objet d'une adaptation cinématographique, donc aujourd'hui ce n'est pas seulement un livre, un thé, mais un livre, un thé, un film. Vous avez peut-être reconnu le film Fahrenheit 451, et donc je vais vous parler du livre de Ray Bradbury, qui est un classique de la littérature SF. C'est une dystopie parue en 1955, et le titre fait référence au degré d'auto-inflammation du papier, qui équivaut à peu près à 232 degrés. Donc dans ce livre, l'auteur nous parle d'un monde où les livres seraient totalement interdits, et les pompiers auraient pour mission non pas d'éteindre les feux, mais de brûler tous les livres. Le personnage principal que vous avez vu dans l'extrait est d'ailleurs un pompier qui s'appelle Guy Montag et qui prend son métier très à cœur. Il est en parfait accord avec les ordres de ce gouvernement totalitaire qui veut éradiquer tout livre et annihiler toute forme de connaissance et de culture. Alors cet homme est marié à Mildred, une femme dépressive qui se drogue aux anxiolytiques et qui passe ses journées devant des écrans qui l'abrutissent. En fait, elle participe à différents jeux télévisés qui n'ont aucun intérêt. Ils vivent vraiment dans un monde où on tente d'éradiquer la culture et donc ce monde est gouverné par les images. Elles sont omniprésentes et il y en a partout en fait. Par exemple, il y a des murs écrans. Sur les murs de l'appartement, en fait, il y a des émissions télévisées du matin au soir. Donc c'est vraiment un monde gouverné par les images où on essaie vraiment de casser toute forme de réflexion, de connaissances et de culture que les livres peuvent véhiculer. Parce qu'ils sont vus comme dangereux et sans aucun intérêt. Well, in Helen's room, for instance. What do you think, Linda? Look, we're here, dear, waiting for you. Mais c'est une jeune femme du nom de Clarisse qui va remettre en question toute cette idéologie à laquelle adhère le pompier Montag. Il va la croiser sur le chemin du retour de son travail et entre eux va commencer à naître une amitié. Elle va émettre des doutes sur la dangerosité des livres et ça va beaucoup perturber son nouvel ami. Donc au début, il est assez réticent, mais finalement du doute va naître une curiosité et cette curiosité va l'amener à commettre l'irréparable. Donc je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un livre génial. C'est un livre culte que vous devez absolument lire si ce n'est pas déjà fait et qui aborde des thèmes très importants comme les dérives autoritaires de la société, l'endoctrinement par le biais de la télé, des écrans qui sont omniprésents. Et ça parle aussi de conformisme puisque c'est une société dans laquelle tout le monde doit penser pareil. J'ai beaucoup aimé le film également qui est sorti en 1966 et qui a été réalisé par François Truffaut. Alors même s'il est un peu kitsch et qu'il fait un peu daté, moi j'adore, quoi. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup les acteurs aussi, je trouve qu'ils sont excellents. Donc je vous conseille le livre et le film, et d'autant plus que le livre est très court, il se lit facilement et en général il est donné à lire au collège, donc c'est pour vous dire à quel point ça se lit vite et c'est très agréable. Ensuite, je vous parle de Rebecca de Daphné du Maurier, que je voulais lire depuis tellement longtemps, et c'est enfin fait, donc je suis très contente. L'histoire se déroule en Angleterre, au XXe siècle,
et on va y suivre un homme de la haute société qui s'appelle Maximilien de Winter et qui possède un magnifique château du nom de Manderley. Il est veuf depuis 1 an parce que sa femme Rebecca a été retrouvée noyée, et c'est lors de son passage à Monaco qu'il va faire la connaissance d'une jeune femme timide et effacée qui travaille pour une vieille dame. Alors tous deux se fréquentent et Maximilien de Winter va la demander en mariage très rapidement, et elle va accepter malgré leurs grandes différences d'âge et leurs milieux sociaux différents. Elle va donc partir vivre à Manderley, la belle propriété, mais très vite, elle ne se sent pas à l'aise là-bas, et elle ne trouve pas du tout sa place car le fantôme de Rebecca plane sur la demeure. Il y a aussi une deuxième ombre au tableau, c'est la présence de Madame Danvers, qui est la gouvernante, et qui lui fait bien comprendre que la maîtresse de maison restera à jamais Rebecca, et que clairement elle n'a pas sa place ici. Alors je m'arrête là pour le résumé, mais déjà pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça devrait peut-être éveiller votre curiosité. Peut-être que vous vous demandez si Maximilien de Winter aime vraiment sa femme actuelle, s'il est encore amoureux de Rebecca, et si la jeune femme arrivera à effacer le souvenir un peu trop présent de sa rivale. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est presque un coup de cœur, c'est une grosse brique mais ça se lit très bien. Et c'est très agréable à lire et assez rythmé, donc ça se lit tout seul. Et quand on est plongé dedans, on a du mal à en ressortir. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. D'autant plus que la fin est assez imprévisible. Donc on est surpris et c'est très intéressant. Mais j'ai quand même quelques petits bémols. J'avais découvert ce livre par l'intermédiaire de certaines booktubeuses qui le présentaient et puis qui en parlaient en des termes très élogieux, donc ça m'avait donné beaucoup envie. J'ai aimé aussi, hein, autant qu'elle, mais je mettrai quand même quelques petits bémols. Mais pour ça, j'ai besoin de spoiler, donc ceux qui n'ont pas lu le livre ou que ça gêne, vous pouvez avancer la vidéo de quelques minutes. Donc voilà, le petit bémol numéro 1, c'est que pour moi l'histoire d'amour entre Maximilien de Winter et la jeune femme ne tient pas vraiment la route. En fait, j'y ai pas cru, parce que c'est une jeune femme effacée, timide, sans caractère, et on se demande bien ce que Maximilien lui a trouvé. Donc voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de crédibilité et il la demande très vite en mariage sans la connaître vraiment bien. Donc pour moi, leur histoire d'amour était un peu bancale. Et le deuxième bémol, c'est la personnalité de Maximilien de Winter, qui est un homme très charismatique et qui ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Et on se demande comment il a pu se faire écraser par Rebecca. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vais spoiler, parce que Rebecca est une femme manipulatrice qui a exercé sur lui un pouvoir néfaste et qui l'a détruit. Et on se demande, au vu de son caractère, comment c'est possible. Parce que c'est un homme qui a de la poigne, qui sait dire non et qui sait dire quand ça ne lui plaît pas. Donc par exemple, à un moment, la jeune femme, sa jeune épouse, va mettre une robe qui lui rappelle Rebecca et lui demande de se changer sur le champ. Donc ça ne le gêne pas du tout d'imposer son autorité et de donner des ordres aux gens. Donc c'est en cela que c'est pas très crédible. Donc mis à part ces deux petits points, ne pensez pas que j'ai pas aimé le livre, bien au contraire, mais ça m'a un petit peu gênée, puis je me suis posé des questions. Mais néanmoins, c'est un excellent livre que je vous recommande. J'ai beaucoup aimé le film également. Hitchcock est le réalisateur parfait pour ce genre de film, car il retranscrit à merveille tout le côté mystérieux, énigmatique et angoissant qui émane du livre. Donc j'ai beaucoup aimé les deux, que ce soit le livre et le film. Apparemment, il y a un autre film qui date de 2020 qui a été fait sur ce livre, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, donc peut-être que je vous en parlerai prochainement. On poursuit avec Le Joueur de Dostoïevski, et pour celui-ci, je n'ai malheureusement pas trouvé le film. Il y en a deux, un de 58 et un qui est sorti en 97, mais je n'ai pas réussi à voir ni l'un ni l'autre, donc je vais vous présenter uniquement le livre pour aujourd'hui.
Alors ce livre est paru en 1866 et il a été écrit dans l'urgence, pendant que Dostoïevski était en train d'écrire Crime et Châtiment. Je crois qu'il était entre la partie 5 et 6, quelque chose comme ça, il l'a écrit entre deux. Son éditeur lui a donné seulement 27 jours pour écrire ce livre, et il lui a mis la pression parce que s'il n'honorait pas son contrat, il allait s'octroyer le droit de profiter de la vente de ses livres pendant 9 ans, sans lui donner un seul centime. Et donc Dostoïevski va réussir à terminer ce livre à temps, et en fait son éditeur va être aux abonnés absents, il va faire exprès de partir de la maison d'édition, mais Dostoïevski va faire tamponner son livre au commissariat pour prouver qu'il l'a terminé en temps et en heure, donc il ne sera pas pris au piège. Donc dans ce livre, on va suivre Alexeï Ivanovitch, qui est un précepteur et qui s'occupe de l'éducation de 2 jeunes enfants. Il est dans une famille un peu particulière, puisque ce sont d'anciens riches, mais acculés par les dettes. Ils ont du mal à s'en sortir, et en fait, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que leur vieille parente, Babouchka, décède, pour toucher un héritage. Donc le personnage principal évolue dans la ville fictive de Roulettenbourg, qui est en Allemagne, et qui est pourvue d'un casino, et il va progressivement développer une addiction à la roulette. Ce livre a une grande part autobiographique, car Dostoïevski était un accro des casinos, il dépensait des sommes folles à la roulette, et il allait même jusqu'en Suisse pour aller jouer, parce qu'en Russie c'était interdit à l'époque. Donc dans le livre, le joueur invétéré est aussi amoureux de Paulina, mais qui le repousse et qui préfère un autre homme. Et là encore, c'est un aspect autobiographique, car Dostoïevski a été amoureux de Pauline Souslova avant d'épouser la femme avec qui il partage sa vie au moment de l'écriture de ce livre, et qui sera d'ailleurs sa sténographe, et qui l'aidera dans la rédaction du joueur. Donc pour ces 2 points, en fait, c'est très autobiographique. Donc en gros, le livre parle d'addiction au jeu, de relations amoureuses et de manigance autour de l'argent, puisqu'ils veulent à tout prix l'héritage de la vieille dame. Donc j'ai bien aimé ce livre, mais ce n'est pas un coup de cœur. J'ai l'impression que depuis Crime et Châtiment, j'en attends beaucoup de Dostoïevski, et à chaque fois je suis un petit peu déçue. Donc je pense que je vais devoir lire Les Frères Karamazov, parce que je ne vois pas quel autre livre de cet auteur peut surpasser Crime et Châtiment. Donc de toute façon, c'était un de mes projets de 2022. Là, pour vous dire la vérité, c'est un peu mal parti, mais je vais essayer de tenir mes objectifs. On verra à la fin de l'année. Ensuite, j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle, qui est paru en 1963 et qui est un livre de science-fiction. Alors, je vais vous faire un bref résumé parce que je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire. Donc, 3 hommes partent en expédition et se retrouvent sur une planète lointaine, gouvernée par des singes, l'espèce dominante, qui est douée de parole. Ulysse Mérou, le personnage principal, va être capturé par les singes et se retrouver enfermé dans un laboratoire. Il va tenter par la suite d'entrer en communication avec les singes et de leur prouver son intelligence. Les singes scientifiques l'utiliseront donc pour en savoir davantage sur les origines de leur civilisation. Donc voilà pour le résumé. Donc c'est un livre qui va nous parler d'évolution, puisque l'espèce humaine a été supplantée par différentes espèces de singes, donc les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans. Ça va parler aussi de caste, puisqu'il y a une hiérarchie au niveau des espèces de singes. Par exemple, les orang-outans sont des conservateurs et ils occupent une place importante dans la société. Les gorilles sont des hommes de main, ils sont liés à l'armée et à la sécurité. Et enfin, les chimpanzés représentent la plus grande partie de la société, et ce sont des esprits curieux, et ils œuvrent pour les avancées scientifiques et philosophiques. Donc c'est grâce à eux qu'il y a du progrès sur cette planète. Dans cette société futuriste, les hommes ne sont plus du tout indispensables. Ils sont chassés, conspués, et leur espèce est vouée à l'extinction ou à retomber à l'état sauvage.
Les hommes ont perdu le pouvoir et ils sont remplacés par des singes qui ont accédé à la conscience et à la parole. D'emblée, Pierre Boulle plonge le lecteur dans une posture délicate, puisqu'on va s'identifier à l'homme qui est devenu prisonnier et qui est maltraité par une espèce dominante. On devient le dominé de la société. Donc Pierre Boulle a voulu faire passer et véhiculer un message important. Au-delà du côté divertissement de la planète des singes, il y a quand même un message un peu plus profond, puisqu'il va nous mettre en garde au travers de ce livre sur le fait que l'intelligence humaine n'est pas du tout acquise et que si on ne la maintient pas ou alors si on ne fait pas d'efforts pour la développer, elle risque à long terme de décliner et voire de disparaître. Donc pour éviter la régression, il faut sans cesse se cultiver, rester curieux et surtout de garder de bons liens avec les autres espèces et de les respecter. Puisqu'on voit très clairement dans le film à quel point c'est dérangeant de voir les hommes maltraités par une espèce dominante. Donc finalement, quand on renverse les choses, on se dit que en tant qu'être humain, on n'a pas le droit non plus de faire subir ça à des animaux, de les mettre en cage et de les maltraiter. Donc finalement, ça pose des questions beaucoup plus profondes, éthiques et qui vont plus loin que le simple divertissement. Ça parle de racisme puisqu'il y a une hiérarchie au niveau des places qu'occupent les singes et il y a des castes même au sein de leur espèce. Ça parle aussi de la guerre et dans ce bouquin, les hommes sont considérés comme des fous parce qu'ils font la guerre, ils s'entretuent et ce sont des êtres dangereux, d'autant plus qu'ils possèdent l'arme nucléaire et qu'ils l'utilisent vraiment à mauvais escient. Donc voilà, j'ai bien aimé le livre, je suis contente de l'avoir lu, c'est pas non plus un gros coup de cœur. Je mettrai quand même un petit bémol sur le film, je pense que ça s'adresse plutôt aux grands fans de la planète des singes, parce que j'ai trouvé qu'il était un peu kitsch avec les costumes des singes, voilà, c'est un petit peu daté et il a pris un coup de vieux. Mais bon, j'imagine que pour l'époque, c'était assez original et avant-gardiste. Mademoiselle Bosner. Vous attendez, mademoiselle Bosner? Pas du tout, quelle idée. Non, mais pourquoi? Vous venez de prononcer son nom. Mais comment? Au moment où j'entrais, vous avez cru que c'était mademoiselle Bosner? Eh ben, vous venez de sa chambre, c'est pour ça. Mais enfin, vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et on termine avec Le procès de Franz Kafka, qui est mon livre préféré de cette sélection. Alors pour moi, c'est un chef-d'œuvre et ça confirme mon amour pour la littérature russe et pour Kafka aussi, que j'avais découvert dans La Métamorphose, que j'avais bien aimé. Alors dans ce roman, on va suivre Joseph K, qui dès les premières pages est accusé d'un crime dont il ignore l'existence a priori, et il va être arrêté sur le champ. Personne ne lui explique les charges qui sont retenues contre lui et il est dans une totale incompréhension. On lui permet même de continuer d'aller au travail, donc c'est assez surprenant. Il est totalement démuni et ne sachant que faire, il va se présenter au tribunal pour tenter de se défendre. Et ça va servir à rien puisqu'il est face à l'absurde, face à une mascarade et tout son discours en fait ne sert strictement à rien. Il veut dénoncer les conditions de son arrestation qu'il trouve complètement folles et scandaleuses et la corruption des fonctionnaires qu'il a croisés sur son chemin. Alors dans ce livre, Kafka a voulu dénoncer une société oppressive et l'absurdité du système judiciaire qui pour lui est une machine à broyer les individus et qui est totalement corrompue. Il s'insurge également contre le côté inhumain de la procédure et en fait quand on referme ce livre, on est encore avec une tonne d'interrogations parce il nous laisse en suspens et c'est vraiment un livre qui invite le lecteur à la réflexion. En fait, on se demande toujours si Joseph K, le personnage principal, est coupable ou non, et de quoi est-ce qu'on l'accuse vraiment.
puisque au fil des pages, on n'a aucune réponse. Personne ne répond vraiment clairement à ces interrogations quand il demande « mais de quoi suis-je accusé ?» C'est vraiment l'absurde qui prime, puisque personne n'est capable de lui fournir une réponse. Alors pour moi, ce livre est un énorme coup de cœur. J'ai tout aimé, que ce soit l'histoire, l'intrigue, le côté absurde du récit et la fin qui est très surprenante. Je pense vraiment que c'est le genre de livre qui mérite réflexion et une analyse plus poussée. Ça me donne d'ailleurs envie de faire une vidéo consacrée uniquement à ce livre, parce que je ne peux pas vraiment le détailler dans cette vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais ça mérite vraiment une réflexion plus poussée et plus approfondie. Alors quant au film, je trouve qu'il est parfait, le jeu des acteurs est vraiment très juste. J'aime beaucoup l'acteur principal qu'on retrouve aussi dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Et ce rôle lui va vraiment à merveille, c'est vraiment taillé pour lui. Dans ce film, vous retrouverez également Romy Schneider qui joue Lenny, une femme qui tente de séduire Joseph K. alors qu'il est totalement préoccupé par son procès. Le film retranscrit parfaitement le sentiment d'oppression qu'on ressent à la lecture du livre. On est dans l'absurde, l'incompréhension et il n'y a vraiment aucune logique à ce procès. Les accusations ne reposent sur rien. On dirait que le héros vit dans un cauchemar éveillé et qu'à partir du moment où il est accusé, il vit une vaste mascarade. Donc que ce soit le film ou le livre, je vous les recommande à 1000%. Kafka est un auteur que j'ai envie de découvrir encore davantage. Je crois que je vais me plonger dans Le Château aussi qu'il a écrit. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais on verra. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ces livres. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Joseph K. Joseph K.